C'est pas une question, c'est une observation. De mémoire, il y a une modification du texte, puisqu'à l'origine, je pense que les mandats, ils devaient se terminer beaucoup plus tôt. Ils devaient se terminer l'exercice qui suivait l'application. Oui. Or, je pense que l'État a pris des bons avocats, a pris des conseils. Ils se sont dit, on va avoir beaucoup de demandes d'intérêt, d'indemnisation, donc on va laisser aller les mandats jusqu'à la fin. Et je pense que ça va être compliqué, parce que en admettant qu'on perde un mandat, bon, tous les mandats ne vont pas se terminer demain. Les cabinets, ça va se faire dans le temps. Donc c'est quand même compliqué de demander une indemnisation. En plus de ça, ils peuvent dire, rien nous prouve que vous auriez été renouvelé. Ça aurait peut-être été un autre commissaire aux comptes qui aurait été nommé à votre place. C'est des arguments très compliqués. Hein. Oui, mais alors, prenons l'exemple des professions qui ont disparu auparavant. Alors, moins que tu veuilles intervenir. Mais... Alors, juste un cas précis, parce que lors de notre CAC Tour, c'est-à-dire quand nous allions avec Denis, Yannick et les différentes personnes qui m'ont accompagné pour expliquer dans les régions où on en était, ce qu'on avait fait et pourquoi il ne fallait pas s'affoler dans un processus d'indemnisation, nous avons systématiquement conseillé, je ne sais pas si ça aura de la valeur, conseillé, mais qu'en cas de non-renouvellement, nous obtenions un document, une simple lettre du client qui ne nous renouvelle pas, qui dit que c'est du fait de la loi Pacte. Si vous venez réclamer ce document 2 ans plus tard, il ne va plus vous le donner. Alors que au moment de l'Assemblée, je sais qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit, effectivement, on l'a demandé et le client en question l'a fait sans problème. Alors, du coup, ça génère 2 autres questions, mais je voudrais qu'on revienne après sur la possibilité. Pardon ? Oui, mais du fait de la loi Pacte. Du fait de la loi Pacte est important pour démontrer le lien de causalité. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Non, c'est vrai. Non, mais c'est compliqué. On est bien d'accord. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il faut attendre. Mais alors, ce que je veux vous dire... Tu as fini, Carole ? Oui. Déjà, c'est pas du tout une faveur qu'on vous fait. Enfin, toutes les professions qui ont disparu ou qu'on a largement impactées, ont fait l'objet de mesures comme celle-là. Les avoués, on les a supprimés rapidement, mais il faut savoir que dans le cadre des échanges qu'on avait eus avec le législateur à l'époque, on avait convenu que leur disparition soit rapide, mais qu'ils puissent avoir un certain nombre de choses en contrepartie, et finalement, le Conseil constitutionnel l'a censuré. Mais toutes les professions qui ont disparu ont eu des capacités de rebond et des choses ont été prévues. Je pense les courtiers maritimes, ils ont pu continuer leur activité pendant quasiment 3 ans, par exemple. C'est quand même pas négligeable. Les avoués ont pu devenir avocats, comme vous pouvez devenir expert comptable. Les courtiers maritimes aussi avaient d'ailleurs plusieurs professions libérales qui leur étaient ouvertes, si vous voulez. On ne les laissait pas du tout dans la nature, sans aucune mesure, j'allais dire, compensatoire. Mais c'est un véritable problème que vous soulevez, et je pense que le gouvernement y a largement réfléchi. Pour autant, je pense que ce n'est pas insurmontable. Alors déjà, vous pouvez essayer de démontrer que les mandats ne sont pas renouvelés en raison de la loi Pacte, même si ça apparaît déjà dans les PV des assemblées générales. Je termine et après on prend les questions. Alors c'est pas insurmontable, parce qu'à partir du moment, en tout cas c'est ce que dit le droit, où le préjudice est certain, il est indemnisable. C'est lorsqu'il est éventuel qu'il n'est pas indemnisable. Et on travaille actuellement avec les associations, la compagnie nationale, sur quel est le taux de renouvellement moyen des mandats sur les dernières années. Et on a des grands chiffres qui ressortent, je ne peux pas vous les donner maintenant parce qu'ils ne sont pas définitifs, des grands chiffres qui ressortent pour donner un petit peu quelle est la moyenne et se baser sur ces moyennes-là. Si vous voulez, on essaye d'anticiper ça en se basant sur de grands chiffres. Et je pense que c'est une bonne méthode, c'est d'ailleurs ce qui a été fait dans la plupart des cas. Les avoués, c'était des grands chiffres, les commissaires-priseurs, c'était des grands chiffres, parce qu'on ne peut pas savoir pour un CAC donné, pour un professionnel donné, quel est son préjudice précis. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas pour les commissaires aux comptes ? Vous permettez, je voudrais faire une observation par rapport à ça. Je crois qu'il y a un gros malentendu, parce qu'il ne faut pas confondre le non-renouvellement et la non-nomination d'un commissaire aux comptes.
quand il n'y aura pas de nomination d'un commissaire aux comptes à l'échéance de notre mandat, ce sera dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas, du fait de la loi Pacte. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le taux de renouvellement sans doute, mais nous aurions peut-être ou pas été renouvelés, et si nous n'avions pas été renouvelés et qu'il n'y avait pas eu la loi Pacte, un autre commissaire aux comptes aurait été nommé. Et inversement, nous aurions pu être nommés. J'ai une autre question, par contre. Vous avez parlé du chiffrage. Alors, évidemment, Monsieur le maire nous a accordé très généreusement la sortie en sifflet. Il s'en est vanté, il s'en est glorifié, avec tout le mépris dont il est capable à l'égard de notre profession. Mais du coup, la question que je me pose, est-ce qu'on ne va pas nous opposer un préjudice éventuel, puisque nos mandats vont aller à échéance et qu'au total, si par exemple un cabinet comme le mien a 250 mandats, je vais avoir 40 mandats tous les ans pendant 6 ans qui vont venir à échéance, et c'est dans 6 ans que je pourrai demander mais je serai mort à ce moment-là. Alors, en plus, vous ne pourrez pas demander dans 6 ans, puisque la prescription est bien de 4 ans. Donc, c'est encore un obstacle qu'on a mis envers nous. Parce que passé le délai de 4 ans, vous ne pouvez plus le demander. Donc, s'il se termine dans 6 ans, ça risque d'être compliqué de demander, alors que l'action en responsabilité sera prescrite. Donc, c'est aussi une contradiction qu'il va falloir mettre devant le juge administratif pour lui dire que, en quelque sorte, on a cherché à nous priver d'indemnisation et ce n'est pas normal. Alors, il est vrai que le gouvernement va se défendre, et il aura raison de le faire. Et il va nous opposer un certain nombre d'arguments, les nouvelles missions qu'on vous a données, le fait que vous ayez des mandats qui continuent de courir pendant 6 ans, toute une série de choses qu'il va tenter de soulever contre vous. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas développer votre argumentation? Je n'en suis pas sûr. Et il va de toute façon vous falloir un temps pour rebondir. Et le temps dans lequel vous allez devoir rebondir, vous allez, à mon avis, nécessairement subir un préjudice, puisque vous n'allez pas immédiatement retrouver, ou en tout cas développer suffisamment les nouvelles missions qui vous sont proposées. Je pense que c'est des choses qui doivent être mises en avant. Oui, alors ça va être d'autant plus compliqué, parce que nous devons donner notre image, une image de rebond. Nous voyons que dans nos cabinets, finalement, nous licencions pas tellement, pas très vite, et tant mieux. Donc en fait, tous ces arguments que nous avons avancés pour nous défendre, eh bien en fait, ils se retournent là contre nous, parce que c'est extrêmement compliqué après de nous défendre. Néanmoins, il faut quand même avancer. On a l'habitude de rebondir, mais il y a d'autres points, notamment, et moi j'argumentais toujours là-dessus, c'est sur l'attractivité et sur la présence en région ou sur les territoires, voilà. Et en fait, c'est aussi des arguments qui tenaient lors de nos négociations au sein de l'IFEC. Un CAC creusois n'a effectivement sûrement pas les mêmes capacités de rebond qu'un CAC parisien. Et tout ça sera pris en compte par le juge. C'est des choses qu'il a en tête. Ce que je voulais vous dire et que je n'ai pas du tout abordé, alors j'aurais dû le faire, c'est qu'il y a aussi une notion dans l'indemnisation qui est utilisée par le juge administratif, c'est celle de perte de chance. Alors on travaille beaucoup sur cette question-là aussi, pour essayer de parer les arguments que va nous présenter le gouvernement, c'est de dire qu'on nous a privés d'une chance de continuer de renouveler nos mandats. Ça, c'est un préjudice indemnisable. Alors, il va falloir le démontrer, je ne dis pas encore une fois que ce sera simple, mais on a aussi cette possibilité-là, la perte de chance qui est tout à fait entendue devant le juge administratif. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors oui, il y a 2 questions dans la salle. J'aimerais savoir si dans le cadre de l'indemnisation des autres professions dont il a été question tout à l'heure, le juge administratif s'était entouré à l'époque de l'avis d'experts. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'expertise judiciaire Jamais. Jamais, en aucune façon. Non, j'ai jamais vu ça. Alors déjà, parce que en ce qui concerne les avoués, il n'y avait pas de juge administratif, c'était le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance. Et à chaque fois, encore une fois, allez voir les lois sur les commissaires-priseurs, les courtiers maritimes ou les avoués, c'était dit comment indemniser. Il y avait vraiment une méthode de calcul précise. Donc il n'y avait pas tant de... Alors il y a eu des débats, est-ce qu'on a bien pris mon bon chiffre d'affaires? Moi j'ai une situation qui est un peu meilleure que celle de l'autre. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'expertise.
il est tout à fait possible d'imaginer dans votre cas, s'agissant du chiffrage du préjudice, que des expertises soient demandées. Et c'est sans doute quelque chose que l'on envisagera dans certains dossiers. Mais pour l'instant, ce que l'on fait, c'est qu'on étudie l'évaluation des préjudices à travers les réunions que l'on fait sur les cas qui nous sont présentés. C'est la première étape que l'on a choisi de mettre en place. Pour continuer sur cette réponse, est-ce qu'il ne faudrait pas contacter la Compagnie nationale des experts comptables de justice pour l'associer à cette réflexion? Si, c'est des choses auxquelles on pense, tout à fait. Et d'ailleurs, pareil pour les experts de justice, tout simplement, parce que c'est la Compagnie des experts de justice. Oui, enfin, devant le juge administratif, les juges administratifs ne désignent jamais d'experts. Ils considèrent qu'ils sont compétents. En revanche, ils sont très attentifs à la fourniture d'un rapport d'experts de partie. Oui. Donc ça, c'est très important, parce que demander un expert devant un tribunal administratif, ou le Conseil d'État, on n'en parle pas, il n'y a pas de suite. En revanche, ils adorent les rapports d'experts de partie. Alors, c'est vous qui allez devoir démontrer votre préjudice, donc il va falloir y aller avec des billes sérieuses. Donc il va falloir des éléments qu'on va vous demander si vous présentez un dossier d'indemnisation. On vous dira quels sont les éléments dont on a besoin. Il est évident que si vous avez un rapport d'expertise, il faudra le soumettre. C'est absolument évident. N'oubliez pas quand même que ce rapport d'expertise, il est fait de votre côté et du coup n'est pas contradictoire. Donc il est quand même regardé un peu de loin par le juge administratif. Et le juge administratif, en revanche, accorde des expertises. Alors pour ce genre de cas, je ne sais pas, puisque ça ne s'est jamais présenté, mais c'est très régulier qu'on les demande. Ce qui est embêtant, c'est que quand vous demandez un rapport d'expertise au juge administratif, il vous le fait payer. C'est vous qui devez avancer les frais à l'expert. Et c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable pour une procédure qui peut vous permettre d'avoir une indemnisation, mais qui reste à l'heure actuelle aléatoire. Je revenais sur le chiffrage. J'avais l'impression qu'on était resté juste pour dire c'est le manque à gagner lié au non-renouvellement, etc. Mais on peut imaginer aussi le coût de formation, le coût de chômage technique, les crédits de rachat de mandats, des choses comme ça qui rentreraient dans ce cadre. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, justement, au cas de rachat, la loi Pacte tombe en même temps que le rachat. Donc le renouvellement, le non-renouvellement peut lier à la loi Pacte, mais peut être aussi dû au nouveau commissaire aux comptes, c'est-à-dire on ne renouvelle pas parce qu'on n'est pas forcément content, enfin voilà. Oui, du travail du commissaire aux comptes. Voilà, ou tout simplement on n'aime pas sa dette, c'est des choses qui arrivent. Donc je pense que le cas de rachat de clientèle est encore plus compliqué que les cas sans rachat, les cas classiques. Voilà. Bon, alors s'agissant des préjudices, c'est aussi quelque chose sur lequel nous réfléchissons. Comment ça s'est passé pour les autres, peut-être que je ferai une parenthèse là-dessus, pour les autres professions. Prenons l'exemple des avoués. Les avoués, dans la loi, à l'origine, ils avaient le droit à 70% de leur droit de présentation. Il y a eu un lobbying assez fort qui a été fait. Bref, les choses se sont bien passées. En même temps, ils n'étaient pas 12 000, ils n'étaient que 400. Et on a réussi à obtenir dans la loi, en réalité, une indemnité totale du droit de présentation, une indemnité couvrant la perte de revenus, une indemnité couvrant le préjudice économique et une indemnité couvrant le préjudice accessoire. Donc, si vous voulez, ils étaient hyper contents. Enfin, pas tous, parce que certains, trouvant sûrement que la mariée n'était pas assez belle, ont eu l'idée de saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel est venu dire « Mais c'est pas du tout constitutionnel d'indemniser tous ces préjudices-là pour la suppression du droit de présentation. » Donc, il n'a indemnisé que le droit de présentation et il a supprimé l'ensemble des autres préjudices qu'il y avait dans la loi. Tout a été censuré. Nous, on n'a pas abandonné, on a continué devant le juge de l'expropriation du TGI de Paris. On a quand même tout demandé, et figurez-vous qu'on a encore une fois tout obtenu. Après, la Cour d'appel s'est mêlée un peu à tout ça, et on a tout perdu. Il ne restait donc que la perte du droit de présentation, ce qui correspond à la valeur, en ce qui vous concerne, de votre clientèle. Alors nous, on part, en tout cas c'est l'idée que j'ai en tête, sur l'idée de demander une indemnisation
concernant la perte de la valeur de la clientèle, c'est à mon avis ce qui est le plus indemnisable parmi les préjudices. Ça ne nous empêche pas du tout, et je pense qu'il faut le faire, puisque vous ne pourrez plus le faire par la suite, il faut le faire dès le début, de demander aussi votre perte de revenus. Comment ça a été calculé, la perte de revenus pour les avoués ? Les avoués pouvaient se reconvertir comme avocats. Le juge de l'expropriation a considéré qu'il fallait à peu près 3 ans pour rebondir. Il a pris le revenu médian des avocats, il l'a multiplié par 3 et il l'a donné. Ça a fait 150 000 € à chacun. Voilà comment ça s'est passé. Pourquoi vous ne demanderiez pas ce préjudice ? Moi, je pense au contraire qu'il faut le demander. Après, il y a d'autres préjudices qui peuvent encore l'être. C'est le coût, vous faisiez sans doute référence à ça, au démontage de l'activité, parce qu'il y a des gens qui vont perdre une part importante de leur activité, peut-être qu'ils vont devoir changer de locaux, casser leur bail commercial, licencier. Le coût d'un licenciement économique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Tout ça, ça a des coûts. Et nous pensons que si c'est en lien avec le relèvement des seuils, ce qui a priori ne fait pas de doute, si vous en démontrez la matérialité, et si, dans le premier cas de fondement de la responsabilité, ces préjudices paraissent anormaux et spéciaux, ou graves et spéciaux, il n'y a pas de raison que vous n'en obteniez pas une indemnisation. Mais encore une fois, le gouvernement en face, et la garde des Sceaux en particulier, va nous dire que ce sont évidemment des préjudices qui ne doivent pas faire partie de l'indemnisation, et tout ça va faire partie des débats devant le juge administratif. Voilà pour la première question. La deuxième question, vous me la rappelez ? C'était par rapport à... Le centre emprunté pour acheter des fonds de commerce de commissariat aux comptes. Oui, alors ça, il y en a un certain nombre qui effectivement se sont très lourdement endettés pour acheter une clientèle. Moi, je trouve que c'est un argument supplémentaire pour dire que cette clientèle a une valeur et qu'elle doit être chiffrée au montant du prêt. Donc, si vous voulez, le fait de s'être endetté, ça va vous aider à démontrer la valeur de la clientèle et du coup l'indemnisation qui correspond. Mais il n'y aura pas, je pense, un préjudice particulier d'avoir fait un prêt pour acheter sa clientèle. De la même manière, il n'y aura pas de préjudice, en tout cas il sera absolument indémontrable, je ne vois pas comment un juge administratif pourrait l'octroyer, moral, pour l'intervention de la loi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, écarter si on veut être crédible dans nos recours. Mais tout ça est sujet à évolution, parce que très récemment, j'ai été saisi d'un cas qui est vraiment très grave, et la personne a l'air réellement d'en souffrir. Et je n'exclus pas de proposer qu'on demande malgré tout l'indemnisation, ne serait-ce que pour le rôle psychologique que ça peut avoir de faire cette demande. Mais il faut surtout parier sur la perte de la valeur de clientèle. Alors, y a-t-il des questions complémentaires ? Alors du coup, nous avons une question derrière. Vous avez évoqué le seuil de 50%, perte de 50% de chiffre d'affaires. Est-ce à dire que quand on est à 40%, pardon, je vais me lever, quand on est à 40% de perte de chiffre d'affaires, on n'a pas de préjudice, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez malade ? Ça veut dire que vous avez un préjudice, mais que ce préjudice n'est pas anormal et spécial. Et le seul préjudice qui est indemnisable, c'est celui qui est anormal et spécial. Donc vous en subissez un, mais le droit ne vous permet pas d'en être indemnisé, en tout cas sur le fondement de la responsabilité du fait des lois. Si le deuxième moyen marche, peut-être qu'il y aura un deuxième train de CAC qui pourront tenter leur chance sur ce moyen-là, et dans ce cas-là, obtenir l'indemnisation de leur préjudice qui n'est pas anormal et spécial. Mais 40%, il faut étudier chacun des dossiers pour savoir vraiment s'il y a droit à quelque chose, parce qu'il y a des circonstances qui peuvent rentrer en compte extérieures. Mais sur le principe, je vous dis non, il n'y a pas d'indemnisation possible dans ce cas-là. Et 50%, c'est limite. Alors, petite remarque personnelle, j'ai remarqué, puisque on écoute beaucoup dans les régions, notre profession est extrêmement pudique. C'est-à-dire que les confrères, les professionnels ne disent rien. Alors, bien sûr, il y a de la colère de temps en temps, on le sent, mais en fait, sur leur propre situation, je suis élue à la compagnie de Colmar et nous avons identifié dans nos chiffres 40 cas problématiques. Péniblement, 8 personnes sont venues alors que nous avons mis tout à disposition pour les aider.
Nous avons même engagé des fonds pour les aider. Seuls 8 se sont manifestés, alors que nous savons, puisque nous connaissons les personnes, nous savons qu'elles sont très fortement touchées. Donc, j'espère que les propos d'Alexandre vous ont permis de vous aider, d'avoir une idée plus claire. C'était vraiment l'objectif de cet atelier. Si autour de vous, vous entendez des cas qui sont concernés, vous connaissez des cas, n'hésitez pas à aller leur parler, à aller voir ce qu'il y a. Très souvent, nous avons à la fois les associations, et notamment celle de la CNCC, qui a très fortement avancé sur le sujet, mais nous avons en parallèle une association d'assistance à ses confrères, d'assistance psychologique, pour les aider dans ce passage. Et c'est vraiment compliqué de déclencher la démarche auprès des confrères. Voilà, c'est ce que je voulais préciser pour clore peut-être les débats, à moins que tu veuilles rajouter. J'ai une dernière précision, j'ai l'esprit d'escalier simplement par rapport à la perte progressive des mandats. Il faut aussi savoir que les procédures sont longues. Vous allez les engager maintenant. On saura vraiment ce qu'il en est peut-être dans 3 ans, 4 ans. Durant toute cette période, vous avez la possibilité de nourrir l'instruction des nouvelles pertes que vous avez eues, sous réserve que dès le début, vous ayez demandé une indemnisation haute, encore une fois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis pour en terminer, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas toujours intéressant d'écouter un avocat qui parle de droit. Et j'espère que ça s'est bien passé. Et je remercie Carole et l'IFEC pour l'invitation.